beaucoup. La question concerne donc l'avenir du courant pour une écologie humaine. Merci, parce que j'avais le scrupule de ne pas en avoir parlé, justement. Alors, c'est pas un mouvement de plus qui se rajoute aux autres, c'est un courant de pensée. Au fond, je pense l'écologie humaine comme on pouvait penser l'écologie environnementale. Un mouvement de pensée qui doit foisonner, qui doit se diffuser et aboutir à changer, ou peut-être même commencer par changer nos comportements. Et donc, ce qu'on a choisi avec Pierre-Yves, Gilles, tous ceux qui nous ont aidés, et qui sont désormais des centaines, c'est de partir du terrain, de l'humus, de l'humilité du terrain, avec pourtant l'ambition énorme de changer la société, lui faire passer le tournant de l'écologie humaine. En commençant donc par des groupes de travail locaux, dans des villages, dans des villes, dans des quartiers, par thème ou par géographie, par centre d'intérêt des personnes, partout où nous voyons que les personnes prennent soin les unes des autres d'une manière exemplaire à connaître ou n'en prennent pas soin d'une manière à corriger, ces groupes vont travailler pour faire valoir ce qui se fait de beau et de bien, un peu comme pour la prose, tout le monde fait de l'écologie humaine, ou aussi pour essayer de chercher ensemble des solutions. Donc l'écologie humaine part du terrain, dans des groupes de travail. Elle vise un changement personnel, mais aussi collectif, interdisciplinaire, puis culturel, tournant culturel, puis social. Quand tout à l'heure je parlais de désembourgeoisement, je pensais un peu à mai 68. Et je pense que notre mouvement, à certains égards, lui ressemble. Mai 68 a été stoppé politiquement par une grande manifestation aux Champs-Élysées. Et De Gaulle a repris place. Mais culturellement, elle a abouti à la tenaille libérale libertaire, par les 68ards désormais au pouvoir, qui écrase, étouffe l'homme. Eh bien, l'écologie humaine a cette visée aussi de concevoir, créer ensemble une culture plus fine, où l'être humain aura vraiment toute sa place face à des nouvelles menaces qui nécessitent vraiment un souci du bien commun, un engagement de tous. Donc c'est très personnel, mais ultimement, comme pour l'écologie environnementale, sans peut-être adopter certaines de ces errances, dans des disputes à n'en plus finir, ou dans des rivalités partisanes, ou dans des dévoiements aussi idéologiques, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que les Verts sont parfois les plus transgressifs en domaine, par exemple, de la recherche sur l'embryon, c'est assez stupéfiant. Mais sans épouser donc ces dévoiements, il est légitime qu'à terme, l'écologie humaine devienne absolument consensuelle. Qui d'entre nous peut décemment se désintéresser des questions environnementales? Même si on est énervé par certains abus, on est tous concernés. Et j'ai oublié de le dire, mais j'avais marqué sur mon petit papier dans mes gribouillis, il y a un rapport étroit entre la culture du déchet, la culture de l'obsolescence programmée, la culture de l'hyperconsommation de masse dans lesquelles on rentre, étant déjà avide d'avoir le numéro 5 vendu à 3 ou 4 millions d'exemplaires le premier jour, alors que j'ai le numéro 4 qui ne fonctionne pas si mal. Cette espèce de fonctionnement de toujours plus amassé, etc., ce fonctionnement-là, il a à voir avec les déchets d'hommes, avec la culture de l'embryon surnuméraire congelé dans les laboratoires, privé au fond du droit de se développer dans le temps, asservi au reste de l'humanité. Il y a une corrélation. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse intégrer vraiment à l'écologie humaine le souci ajusté de l'environnement et vivre finalement l'écologie humaine comme on a pu vivre cette mutation progressive qui nous fait, pour le meilleur ou pour le pire, parfois peut-être trier nos déchets et faire attention à beaucoup de choses. Peut-être que, je pense à un des co-initiateurs, Gilles Dubreuil, il a le souci d'éviter la chape de plomb technocratique qui est trop souvent utilisée, y compris pour des questions environnementales, où on nous demande d'avoir des doubles vitrages, mais en échange d'une déduction d'impôts, au lieu de nous responsabiliser, de nous faire comprendre véritablement l'enjeu qu'il y aurait à isoler nos maisons. Donc il y a une question de gouvernance aussi très importante. Si nous sommes pour l'écologie humaine et le respect de l'homme, nous sommes pour la subsidiarité, règle essentielle, c'est-à-dire que chacun à son échelon soit responsable selon ses capacités. Les parents sont responsables d'éduquer leurs enfants, qui n'appartiennent pas à l'État, n'en déplaise peut-être à M. Payon ou à certains qui ont dit des choses étonnantes à ce sujet, etc. Un village, une ville, une région, etc. doivent régler leurs problèmes ensemble sans avoir une chape de plomb technocratique qui étouffe la créativité et nous empêche de manger du fromage au lait cru pour prendre une tarte à la crème. Voilà. Mais donc, je sais pas, j'ai répondu peut-être au-delà de ta question, mais on vise utopie mobilisatrice pour moi, mais très importante, des assises de l'écologie humaine, où beaucoup de mouvements, de personnalités ou de personnes qui auront émergé entre-temps vont pouvoir partager leurs réflexions, leurs regards, leurs expériences, les lieux où ils ont mis vraiment l'être humain, fragile, vulnérable, c'est-à-dire chacun d'entre nous qui le sommes, au cœur
des décisions au cœur des processus. Et déjà dans le lancement de notre mouvement, une entreprise était là avec son staff et ils ont depuis fait des groupes de travail pour voir comment ils pouvaient privilégier l'homme au cœur de leur entreprise, y compris chez leurs fournisseurs, leurs clients, de telle sorte que nous ne soyons pas entraînés malgré nous dans des processus qui font de l'homme la victime de notre propre développement. C'est bien mon genre, ça, oui. C'est ma vulnérabilité fiévreuse. Oui, 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 merci, merci. Scientisme, radical féminisme et idéologie du genre. Voilà, ces trois convergent. Le radical féminisme qui s'empête dans ses contradictions, parce que moi j'ai le record du monde féminin du 200 mètres. Je m'en vante parfois, parce que j'étais 20e français sur 200 mètres. C'est pas énorme, mais c'est quand même le record du monde féminin. Mais vous savez que Caroline Forrest a fait une tribune dans Le Monde où elle disait que c'était pas la peine de mettre des femmes à la tête des entreprises, car pour pacifier l'entreprise, car au fil des années, elles auront un taux de testostérone équivalent à celle des hommes. Autrement dit, la différence homme-femme n'est à ses yeux, y compris sur le plan biologique, que culturelle. C'est uniquement le résultat d'un asservissement d'une partie de l'humanité par une autre. C'est une pensée réelle. Hein. Moi, j'ai pu contester ça. Elle l'a écrit dans le Monde. On a quand même protesté énergiquement. Mais donc, ce radical féminisme considère largement la maternité comme l'ennemi de la femme, comme le lieu de son asservissement. Et donc, l'être humain déjà conçu, évidemment, doit passer par perte et profit de la libération de la femme. J'en ai parlé avec la responsable, sur une radio, avec la responsable de Sciences Po, des études du genre à Sciences Po, et elle m'a bien dit que là, sur ce point-là, il n'y avait qu'asservissement de la femme par l'homme. Elle ne pouvait pas imaginer qu'en sens inverse, certaines femmes puissent abuser de leur pouvoir aussi. Hein. C'était assez étonnant. Donc, radical féminisme. Et le gender, vous connaissez bien cette idéologie qui vise à l'effacement, donc ils se rejoignent, hein, ils se rejoignent. Et le scientisme puis offre à ces deux idéologies des techniques qui permettent de s'affranchir de la relation sexuelle, jusqu'à concevoir, ça a été encore une source d'actualité aujourd'hui, des enfants avec des gènes de 3 personnes. Hein, contestation de certains aujourd'hui sur le plan éthique, mais en Grande-Bretagne, c'est déjà fait. On peut concevoir des enfants en corrigeant les gènes d'un des deux parents par les gènes d'une tierce personne, et évidemment, à l'arrivée, on casse cette loi étonnante qui fait que nous venons toujours de 2 personnes et de 2 seulement. Voilà, merci de corriger. J'ai encore fait d'autres bourdes, n'hésitez pas, hein, franchement. Alors, je renverrai volontiers au livre que vient de publier Pierre-Yves Gomez, qui s'intitule Le travail invisible, parce que c'est vraiment un théoricien de ça, et moi je ne suis pas vraiment économiste. Mais en tout cas, si je paraphrase ce qu'il a pu me dire, eh bien, il y a une forme, et je le vois parfois dans certaines conversations, une forme de fatalisme qui laisse à croire que le système financier tel qu'il s'est déployé avec les crises qu'on a connues échappe finalement totalement à notre capacité de maîtrise. Et au fond, nous vivons dans un système où une décision qui se prend pour des intérêts collectifs à l'autre bout du monde va impacter à proximité de nous. Une réalité va écraser une entreprise qui aurait pu trouver des soutiens de proximité si on avait pu vivre dans un système financier autre. Alors, en disant ça, je suis c'est du café du commerce, le niveau de ma réponse. Mais en tout cas, il y a un rapport étroit, au fond, entre l'ultralibertaire et l'ultralibéral, c'est la toute-puissance. La toute-puissance de certains, qui se permet de traiter les autres je l'ai dit déjà, mais en variable d'ajustement de leurs désirs ou de leurs intérêts. Et donc, il y a au fond une très profonde inégalité qui se crée entre les êtres humains, qu'il faudrait pouvoir corriger par l'altruisme, la générosité, la solidarité, qui sont des valeurs ancrées dans nos cœurs et dans lesquelles nous sommes portés. En tout cas, je vois derrière le risque d'un fatalisme, de dire au fond, c'est le système, quoi. On ne peut pas faire autrement. Et eh bien, à nous de créer la société qu'on a envie de créer et de commencer par la base. J'ai toujours plaidé pour qu'on soit irrécupérable, et encore récemment. Et je pense qu'on a été le faire-valoir d'une gauche qui cherchait une victoire idéologique en réponse à la vacuité de sa réponse aux questions économiques et sociales.
Ils ont joué avec nous, ils nous ont piétinés, mais ça nous a aussi renforcés et créés. Bon, c'est un jeu de chat à la souris, je ne sais pas qui gagne là-dedans, mais en tout cas, on n'est pas sur le même mode, en tout cas, qu'eux. Et on les a quand même stupéfaits par notre résistance, même s'ils se sont fait les dents sur nous. De l'autre côté, voilà, c'est clair que face à une foule qu'aucun parti ne pouvait réunir, des leaders sont venus prendre la tête de la foule. Maintenant, moi j'ai été invité dans des tas d'endroits pour parler où je n'avais jamais été invité alors, hein, et je ne me suis pas privé de dire ce que j'avais à dire, plus ou moins adroitement. Donc là aussi, c'est un petit jeu de chat à la souris, même si un certain nombre de parlementaires ont fait railler avec beaucoup de percussions dans l'hémicycle, et heureusement qu'il y en a eu, parce qu'à un moment donné, la bataille est parlementaire, et il est bon que les choses soient dites dans une bataille parlementaire. Donc moi, je pense qu'on est vraiment non seulement irrécupérable, mais que la traduction politique immédiate de notre mouvement, ça c'est mon point de vue, c'est un leurre. Notre mouvement a germé mystérieusement, on ne sait comment, d'une veille préalable, de quelque chose de très fort, d'un désir qu'on avait nous dans le cœur, beaucoup d'entre nous. On a, autre vision plus profane, mille et une pattes, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les fourmis étaient plus nombreuses et plus solides que les sauterelles finalement. Donc notre mouvement a généré une force magnifique, la plus grande force sociale jamais régnée en France depuis des dizaines d'années, mais elle demeure minoritaire si on n'a pas été plus loin dans la rencontre, dans la conquête, entre guillemets, de nouvelles catégories de personnes qui sont d'accord avec nous dans les sondages d'opinion, mais qui ne se sont pas bougées, qui ne sont pas réveillées encore. Et donc, vouloir engranger tout de suite les résultats, certains le feront peut-être efficacement, et je ne conteste pas qu'il nécessite de s'engager en politique. C'est un magnifique exercice de solidarité quand c'est bien fait, mais je crois qu'il faut retravailler. Moi, je dirais ressemer, hein. La graine a donné du fruit, il faut la ressemer dans le travail, en s'engageant concrètement. Bon, peut-être je plaide un peu pour mon expérience personnelle et je me trompe peut-être, mais moi j'ai eu un engagement, disons, social très fort en fondant à bras ouverts où je travaillais chez les Petits Frères des Pauvres. Et parfois, quand je regardais mes contemporains qui faisaient de la politique très jeunes, au même âge, je trouvais qu'ils étaient très idéologues. C'est-à-dire c'était dans la tête, mais c'était pas dans les tripes. Or, mon expérience aussi de Vita était que des personnes très convaincues du respect de la vie dans leur tête, confrontées à la réalité d'une grossesse non voulue ou d'une difficulté d'infertilité, tout ça était capable d'être balayé, c'était pas ancré dans l'expérience, hein. L'expérience de l'émerveillement que j'ai évoquée avec ma rencontre avec Cédric, mais aussi l'expérience, je l'appelle du chavirement. À un moment donné, j'y crois plus. Au chevet d'une personne très âgée qui n'en finit pas de ne pas mourir, je crois plus qu'on puisse vraiment respecter sa dignité. Au chevet d'un de mes amis devenu sourd et aveugle, etc., je crois plus dans sa dignité. Ça m'est arrivé d'éprouver ça. Et là, dans cette expérience concrète de mes limites face à mes propres convictions, elle s'enracine beaucoup plus profond que dans ma tête. Donc, autrement dit, je me méfie un peu de mon idéologie. Et j'incite chacun à regarder sa propre histoire et à cheminer et à faire l'expérience de l'émerveillement, on l'a tous fait, hein, et du chavirement, pour pouvoir avoir ensuite un discours politique qui ne soit pas des idées, mais qui soit ancré dans une expérience. Et je pense que ça, c'est aussi très écologie humaine, c'est très terrain, hein, l'expérience de mon voisinage, de mes limites, de mes fragilités. Et je pense de ce point de vue qu'il faudrait faire de la politique, c'est une tarte à la crème de dire ça, mais je le crois peut-être d'une manière forte, autrement, en partant du terrain, de nos expériences, mais pas en partant, disons, de calculs stratégiques, de retournement comme ça au sommet. On dit souvent le poisson pourri par la tête, en fait. Et on dit, comment on refait une société? Comment on revivifie un tissu social? Par la base, par le tout petit, par le commencement, par chaque rencontre. En vraiment, et dans le temps, hein, et parce que ça demande du temps de comprendre ce qui se passe autour de soi. Moi, dans mon village, par exemple, j'ai pris une leçon de morale le jour de... C'était le jour de Pâques pour moi, hein. Je découvre une fumée noire qui sort d'une maison à 200 mètres de chez moi. J'appelle les pompiers et je me rends sur place et je vois une maison partir en fumée. Ils sont arrivés 25 minutes après et puis tout était parti. Les gens pleuraient sur le bord. Et puis moi j'ai regardé ça. Et puis après je suis rentré chez moi. Et puis le lendemain j'ai fait une barrière à vaches pour protéger des iris des vaches. Et puis à 2 heures de l'après-midi, on s'est dit lundi de Pâques, on va aller voir où en est la maison. Je suis allé voir la maison. Il y avait 10 hommes sur le toit qui réparaient le toit de la maison. Tous les voisins, qui pourtant s'aiment pas forcément tout autant que ça. Mais dans un petit village, là où je suis, on est solidaire. L'être humain, quand son nid est cassé, les voisins refont le nid. C'est pas comme les oiseaux. Et moi, par contre, je m'occupais de mes barrières à vaches. Et voilà, il y a quelque chose. Je pense que le politique, il doit vraiment s'ancrer. Les maires de communes, encore hier, j'ai eu un petit problème qui a été réglé par le secrétaire de mairie. C'est extraordinaire de voir la solidarité concrète des élus locaux. Donc faire de la politique, c'est aussi ça. C'est s'engager localement pour le bien des concitoyens, notamment les plus fragiles. Et ça, c'est magnifique le tissu qu'on a. Et c'est par là qu'on va pouvoir réveiller les choses, je pense, si on s'engage très nombreux. Ce qui m'a frappé, ça rejoint un peu ce que je disais. Je me suis dit, est-ce que c'est si bien que ça
cette espèce de colère qui a été entretenue pendant une année contre les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça a comme conséquence par rapport au regard qu'ont tous ces jeunes sur ces carrières particulières de maintien de l'ordre, c'est assez complexe d'ailleurs, et qui en général sont le fait de gens qui ont le sens du bien commun. Hein. Et c'est des questions qui, voilà, attention à ne pas sombrer dans l'anarchie, autrement dit, c'est un peu votre message, non? C'est ça? Et je le reprends volontiers à mon compte, oui. Et voilà, je crois que voilà, le réel, enfin, voilà, aimer le réel jusqu'à celui qui nous gêne et nous surprend. Moi, j'essaie de faire ça, Vita, beaucoup dans nos. On accompagne des femmes enceintes en difficulté, des femmes qui ont vécu l'avortement, etc., sans jamais les juger. Bon, ben, il y en a qui vont pas bien, d'autres qui vont très bien. Je ne vais pas les instrumentaliser. J'écoute les émotions qui sont exprimées et je valide les émotions. Hein. Souvent, je dis, c'est comme ça d'ailleurs que je peux aimer mes adversaires de la télévision parce que je me dis, ils ont d'abord une dignité extraordinaire, ils sont absolument irremplaçables, ils sont merveilleux en tant que personnes et ils ont une générosité que parfois je n'ai pas sur certains sujets. Et donc, aller voir le réel de leur propre expérience pour rester attaché à mes convictions fortes, parce qu'ils ne vont pas me déraciner de mes convictions, mais peut-être qu'ils vont les enrichir justement d'un regard particulier. Donc, je pense que, effectivement, moi je récuse l'affrontement, cette notion d'affrontement avec des ennemis. On est des amis du genre humain. On n'a pas d'ennemis, on a des idéologies comme adversaires et comme ennemis. Et si ça se trouve, nos plus grands ennemis, entre guillemets, de plateau de télévision seront nos alliés sur d'autres sujets et vont nous aider à défendre contre telle ou telle agression des groupes de personnes fragiles. Peut-être eux-mêmes se feront agresser, on aura à les défendre d'ailleurs, un jour ou l'autre. Je pense qu'il y a cet enjeu plus historique qui correspond bien à la France. La France est un pays, j'entendais Valérie Pécresse le disait ce matin dans une interview, révolutionnaire. Tout se passe toujours dans la brutalité. Et nous, notre mouvement, il a été extraordinairement paisible par rapport à son nombre, hein, et au-delà de ce qui s'est passé à la marge. Et donc, casser le cycle de violence, répondre à l'agression par la bienveillance, moi je crois que c'est absolument irrésistible. C'est pas facile, parce qu'il y a des colères légitimes, hein, il faut pouvoir les dire, mais par contre, la façon dont notre mouvement est resté paisible, la façon dont le mouvement des veilleurs inaugure aussi comment dire, la place merveilleuse du fort intérieur, hein, de la vie intérieure, le lieu où la conscience vraiment s'enracine, et qui nous... Ça tombe bien, c'est des générations nouvelles qui ont fait ça, alors qu'elles sont en général esclaves de leur smartphone. Donc quand on est dans la veille, ben, on est... enfin, il nous est donné d'être dans le réel, quoi. Et ça, je pense que c'est peut-être l'antidote à la violence anarchique ou anarchiste qui pourrait tenter certains. En fait, j'avais envie justement de vous répondre et j'étais content de le faire ici. La question, est-ce qu'il existe donc des mouvements qui rééquilibrent par rapport à ce que vous avez exprimé avec pas mal de détails, comme la marchandisation du corps, le fait qu'on puisse vendre des produits d'êtres humains, qu'on devienne tous des marchés. Au fond, un des plus beaux mouvements pour lutter contre cela, c'est la France. Et oui, parce que la France refuse... La France refuse la marchandisation du corps. Elle n'a pas cédé aux sirènes ultralibérales dans le domaine justement du don d'organes, du don de gamètes. Il n'y a pas en France, c'est pas légal, des banques de gamètes de prix Nobel ou de top modèle, etc. Ça n'existe pas. Et la France a maintenu ce principe, contre l'avis de certains, certes, et s'est battu un petit peu en brèche. Mais il y a donc une tradition très forte dans notre pays liée, est-ce que c'est la France, entre guillemets, comme disent certains, je sais que c'est une tarte à la crème, hein, de pays des droits de l'homme, mais enfin en tout cas, il y a un regard sur pour ne pas instrumentaliser l'être humain. Et il y a des dérives anglo-saxonnes qui sont interdites en France, comme par exemple la conception d'être chimère homme-animal, comme ça se fait en Grande-Bretagne, ou bien sûr tout le système encore de la gestation pour autrui, qui est encore proscrit en France et qui pourrait le demeurer quand on voit les rapports de force, y compris au sein du Parti socialiste, parce que même si Najat Vallaud-Belkacem avait voté pour, le Parti socialiste s'était prononcé contre la gestation pour autrui. Hein. Et le Conseil d'État a dit la France n'est pas obligée de s'aligner sur le moins-disant éthique. Autrement dit, c'est pas parce qu'on va vendre ses ovocytes en Espagne ou qu'on va en acheter en Espagne que pour autant on va légaliser la vente d'ovocytes en France. Là, je crois que, en tout cas, comment dire, rappeler à notre pays sa vocation spécifique, ou en tout cas, c'est le fait qu'ils tiennent fortement sur des sujets où on nous dit parfois qu'il n'y a pas de frontières, et ben ça c'est tout à l'honneur de notre pays, c'est pour ça que je voulais répondre. Après, sur le plan mondial ou européen, on a des liens, nous, à Vita, avec beaucoup d'associations, on se rencontre, on a des congrès internationaux, on voyage, et il y a tout un mouvement, effectivement, qui pourrait encore se déployer. Mais comme votre question et ma réponse le laissent entendre, juste sur ces sujets, pour l'instant,
il y a encore énormément de spécificités vraiment locales, et même de cultures très spécifiques. La façon dont la France a réagi, qui a beaucoup étonné, est propre à l'esprit français. Très résilient face à un laïcisme exacerbé, très, très construit et pensé parce que on a une telle opposition qu'on est obligé de réfléchir et d'avoir des arguments fondés. Les Américains, par exemple, ont des arguments extrêmement utilitaristes, extrêmement matérialistes. Et par exemple, quand ils se battent contre l'euthanasie dans l'Oregon, ils disent on ne va pas devoir payer les obsèques de tous les gens qui vont se faire euthanasier dans l'Oregon. Enfin, ils ont des façons d'aborder les choses qui passent assez souvent quand même par le dollar, pardon pour mes amis américains. Et nous, en France, on doit travailler autrement. Et en tout cas, on nous demande beaucoup comment on a fait. Et je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a rien fait d'autre que canaliser ce qui est né du peuple de France. Ça, je rejoins vraiment Pierre-Yves Gomez en ce qu'il dit que notre mouvement a été, comme tout véritable mouvement social, spontané, foisonnant et immaîtrisable. Je ne sais pas comment il dit autre chose. Anarchique, il dit anarchique. Mais au sens où, moi je le vois, hein, je rencontre des gens là cet été, des gens ils disent, moi j'ai fondé une nation de parents d'élèves, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Chacun fait ce qu'il veut. Ils se mettent pas sous la coupe de tel ou tel mouvement, ça foisonne, ça renaît de ses cendres, ça repart, etc. Je suis stupéfait de voir la créativité des personnes qui se sont dit maintenant ça dépend de moi, je fais des choses. Après, il faut parfois canaliser tout ça, ou en tout cas apporter des moyens, des encouragements. Mais voilà, notre pays de ce point de vue, c'est une tribu gauloise. Hein. L'anarchie, ça ne me dérange pas du tout. Ah oui, j'entends. L'anarchie, c'est la libération des rapports de domination, et le problème, c'est quand ça sert de masque en fait, Oui, à la domination. Ah oui. Pour reprendre par la fin, la pétition du CESE, c'est vrai que au fond, cette démocratie participative était un peu un leurre, et c'est presque l'inverse du courant pour une écologie humaine, c'est-à-dire ça part d'une superstructure, et que le gouvernement et le patron du CESE aient pensé devoir nous écarter, au fond, ça nous a confortés. Ça aurait pu nous faire basculer dans une colère disproportionnée avec des risques insurrectionnels qui, à mon avis, auraient été le pire cadeau qu'on puisse faire à notre mouvement. C'était un peu peut-être la provocation que M. Valls a tenté. Mais le fait que cette pétition ait été rejetée nous a donné crédit pour continuer. Je trouve que les gens ont été au contraire d'un grand courage. Et finalement, effectivement, je partage le sentiment que cette démocratie participative s'est tirée, non pas une balle dans le pied, une balle dans le cœur. Hein, et que c'est pas demain la veille qu'on va voir la France déployer ce type de fonctionnement qui fonctionne dans d'autres démocraties, même si les Suisses, dans leur dernière votation, ont par exemple affirmé que les maisons de retraite devaient faire valoir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, le droit des personnes qui y habitent à se suicider, par exemple, par suicide médicalement assisté. Donc cette démocratie participative n'a pas forcément les résultats conformes aux soucis que je peux avoir du respect de la vie. Alors sur la question du CESE, oui, c'est de bonne guerre d'un certain côté. Moi j'ai écrit un petit texte là-dessus, mais depuis longtemps, puis j'en ai refait un hier. C'est vrai que c'est un copain de Hollande, face auquel j'étais sur un plateau de télé, et qui est un chrétien contestataire, qui a été nommé, de même que Michel Meunier, avec qui j'ai eu des échanges aussi, qui a été félicité illico par Nicolas Gouguin. Le problème, c'est qu'un comité d'éthique, le comité d'éthique tel qu'il fonctionne. D'abord, il est consultatif en théorie, même si le président Hollande a eu le tort de dire qu'il suivrait l'avis du comité d'éthique. Hein. Et on ne se débarrasse pas du sujet politique par excellence, qui est l'avenir même de l'humanité de l'homme, qui est le sujet politique vraiment le plus noble, le plus essentiel qui soit, sur un comité d'experts. Le pire n'est pas tellement que le gouvernement il nomme ses amis, ça encore on pouvait s'y attendre, mais c'est qu'il nomme parmi les membres, pour l'essentiel, des gens qui sont jugés partis, qui sont des médecins de procréation artificielle, des chercheurs qui utilisent l'embryon, et donc ces gens-là, en général, sont assez mal armés. Autrefois, on disait que la guerre était une chose trop importante pour laisser les militaires la déclarer. L'éthique, la bioéthique est trop essentielle pour s'en débarrasser sur les spécialistes qui sont mobilisés eux-mêmes dans leur recherche par ce sujet. Donc là, c'est vraiment très grave, mais moi, j'aurais presque une récusation globale. L'éthique, c'est pas un consensus entre savants. L'éthique, c'est une loi inscrite au plus profond des cœurs. Et donc, on peut inventer toutes les élucubrations possibles pour légitimer des transgressions. Celles d'hier et celles de demain sont les mêmes parce que la loi morale, au fond de nous, elle n'a pas changé. Le respect du plus faible, c'est tout simple. Hein. J'ai envie de dire, c'est simple comme Dieu. Hein. Et la question, c'est
c'est que nous sommes très forts, nous, moi le premier, pour tordre les choses dans notre complexité. L'âme humaine est assez compliquée, et pour légitimer un bien, légitimer un mal qu'on va appeler bien, le fameux scandale. Et ça, c'est ce qu'on voit bien souvent. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt d'alerter. J'ai rencontré pas mal de gens des comités d'éthique. D'ailleurs, Alain Grimfeld m'a beaucoup alerté sur le cyborg, et je voudrais pas, comment dire, les, euh, les stigmatiser globalement. Chacun a des quêtes, etc. Mais parfois, il n'y a pas les repères de fond. Hein, les repères de fond, ce qui fait que les gens errent d'une rive à l'autre en cherchant la vérité, le bien, sans la trouver. Donc à nous peut-être d'avoir du recul et progressivement d'humaniser le regard de l'homme sur l'homme. Jacques Testard, à l'origine d'Amandine, premier bébé éprouvette français, avec Friedman, il a été un de ceux qui a dénoncé avec le plus de force les dérives de la procréation médicalement assistée en France, alors qu'il a été un des plus transgressifs, parce que c'est lui qui a inventé l'ICSI, qui court-circuite le tri des spermatozoïdes. Hein. Mais lui, il disait, l'embryon, c'est comme l'Indien d'Amérique. Il y a une controverse de Valadoïde, la fameuse controverse, où on s'est interrogé pour savoir si si l'Indien d'Amérique, pardon, était humain ou pas. Et on a décidé qu'il l'était, malgré les sacrifices humains qu'il faisait, malgré son or qu'on convoitait, etc. Eh bien, il en est de même pour l'embryon. C'est le nouvel Indien d'Amérique. Il a de l'or, pense-t-on, pour nous sauver du Parkinson ou de l'Alzheimer. Il n'a pas de visage humain, il est une sorte d'étranger, parce qu'une morula, c'est pas facile, hein, ça n'excite pas la compassion ou la sensibilité. Mais moi, je crois que la science aidant, la vraie science, c'est-à-dire la science, la découverte scientifique, ne cesse de crier l'humanité de l'embryon. Et je crois que c'est à nous, simplement, progressivement, d'aider l'homme à humaniser son regard sur lui-même. Et on le voit pour l'esclavage, pour d'autres grands sujets, eh bien, il y a eu des personnes, parfois seules, et puis parfois beaucoup de personnes pour annoncer la justice. Je ne m'acharnerai pas non plus sur Hollande. Je crains. Moi, j'ai comment dire, distingué et peut-être mis en garde contre 4 idolâtries qui nous menacent. La première, c'est idolâtrer notre but, que le Taubira ne passe pas. Donc, si on s'arrête à ce but, ben, une fois qu'elle passe, on arrête tout. Non, on a tout fait pour qu'elle ne passe pas, mais ça ne nous appartient pas le résultat. Et notre mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas parce qu'elle est passée, cette loi, qu'elle est définitive et puis qu'elle... Voilà. Deuxièmement, idolâtrer notre moyen. Ça peut être Vita, Fils de France, LMPT ou je ne sais quoi encore. Danger. Parce que tout ça, ce sont que des moyens au service de quelque chose qui nous dépasse. Le risque, si on idolâtre le but puis les moyens, c'est d'idolâtrer son propre nombril. Ça me tente comme chacun. C'est-à-dire qu'on est piqué au vif, on a envie d'exister dans le système. Ça, c'est un grand risque parce qu'à ce moment-là, on prend pour soi les échecs. Et on s'arrête. Et on rentre chez soi et on dit c'est foutu et j'ai pas été entendu. Il y aurait un risque. Et après, quatrième, et ce qui m'y fait penser, c'est, non pas que tu le fasses, hein, mais c'est d'idolâtrer l'adversaire. Hollande, par exemple. S'acharner sur Hollande, comme si c'était responsable de ça. Mais lui, c'est un bouchon, Hollande. Il est dans le bain culturel dans lequel il est, avec des convictions qu'il a, c'est-à-dire pas beaucoup de convictions sur ces sujets. Et on doit contourner tout ça. Hollande passera, mais l'écologie humaine ne passera pas. Et la France non plus. Et donc, attention à ne pas rester... voilà. Moi, je suis d'accord. C'est une question très riche. Et j'aime bien l'expression écosystème de base pour la famille, entre guillemets nucléaire, mais bien d'accord avec vous. D'ailleurs, l'écologie humaine, elle dépasse la question de la famille. Hein, j'ai voulu l'exprimer peut-être un peu maladroitement, mais c'est que ça englobe tous les sujets, de l'urbanisme, l'entreprise, l'éducation, la vie politique, la bioéthique, que toutes les décisions fortes prennent en compte le respect dû à tout être humain, à tout l'homme et à tout homme. C'est ça l'écologie humaine. Donc c'est beaucoup plus vaste encore que le sujet plus pointu qui m'a fait discourir autour de loi Taubira. Mais je vous suis bien. Moi, j'ai travaillé chez les Petits Frères des Pauvres au tout début de ma carrière et on voit bien combien... alors non seulement la famille élargie est importante, mais au fond, la nation, c'est une famille de familles. Et dans un pays comme le nôtre, où les familles sont très fracturées, nous devons nous sentir frères et sœurs des personnes seules, isolées, des personnes âgées. D'ailleurs, si on calculait pour le budget de la nation ce que les aidants de proximité peuvent apporter à ceux qui sont dépendants, les tout petits bébés ou les personnes âgées devenues dépendantes, eh bien, on ferait exploser les budgets de la nation, tellement c'est essentiel. Et heureusement qu'il y a cet altruisme. La famille, c'est une rampe de lancement vers l'amour et la liberté. Par l'amour vers la liberté, on peut dire, hein, et l'apprentissage de la différence aussi, c'est tout ça. Et d'accord pour dire que peut-être notre culture a perdu le sens de la solidarité intergénérationnelle, même si elle fait encore tant de choses en transfert de biens, de services entre grands-parents, petits-enfants, arrière-grands-parents, etc. Voilà, on a un défi
Moi, je suis par exemple assez frappé de voir qu'on stigmatise les populations nomades. Et elles auraient peut-être des leçons à nous donner en termes de solidarité familiale, par exemple. Alors c'est vrai que c'est pénible à l'hôpital quand on voit débarquer une tribu de 40 personnes, mais au moins ils ne laissent pas tomber leurs vieux. Alors peut-être il y a d'autres problèmes, hein. Je ne veux pas être angélique. Mais moi, ça m'intéresse en tout cas de chercher en moi sédentaire, et donc inscrit dans les racines millénaires de l'affrontement entre sédentaires et nomades, qu'on a tous dans nos histoires personnelles, d'où qu'on vienne. Comment faire pour voir dans une population qui est marginalisée, en difficulté, rejetée pour des raisons bonnes ou mauvaises, comment voir les valeurs spécifiques peut-être pour lesquelles on pourrait peut-être prendre des leçons. Et il y en a une, je pense, en tout cas ça nous est souvent renvoyé dans d'autres pays, dans les pays du Sud en particulier, c'est le rapport aux personnes âgées. Et ça c'est une question majeure. Hein. Ouais, j'étais chez Petit Dépôt, je voyais des personnes âgées abandonnées. Je me permets de compléter. Bien sûr. On a tendance à avoir une image un peu idéal du sort des personnes âgées dans le sud, au sud de la Méditerranée, puisque c'est la région que certains d'entre nous connaissent un peu mieux. Mais pour revenir à mon histoire de libéralisme, il faut savoir que, par exemple, un pays comme l'Algérie, qui était un pays relativement fermé du point de vue économique, mais qui depuis presque une quinzaine d'années s'est ouvert à un libéralisme sauvage, et bien depuis cette période de surconsommation soudaine, la famille nucléaire va extrêmement mal et la famille élargie de fait. Je donne des exemples extrêmement précis. Il faut savoir qu'en Algérie, la maison de retraite n'existait pas. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle Dar al-Ajaza est une pratique courante dans l'ensemble des villes en Algérie. Plus grave encore, je discutais avec un policier algérien lorsque je m'y suis rendu la dernière fois et il m'expliquait que les violences sur ascendant était en augmentation exponentielle. Voilà. Donc on a tendance à... Et ce, depuis cette explosion du marché en Algérie. D'ailleurs, on ne parle pas en Algérie d'import-export, mais d'import-import. Donc voilà, donc, cette idée que l'économie, cette économie folle de surconsommation, de loi de l'argent, du paraître, est en grande partie, mais peut-être pas seulement, responsable de l'explosion de la famille, c'est valable partout. Et idéaliser ou vouloir idéaliser certaines zones géographiques, finalement, elles sont aussi confrontées à... voilà. Merci quand même. Oui. Ce qui est paradoxal, c'est bon, j'ai fait après les petits frères, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil aux institutions de santé. J'ai été assez émerveillé de la créativité, de l'intelligence, de l'amour des professionnels dans certaines maisons spécialisées, par exemple pour les personnes atteintes de démence sénile, d'Alzheimer. Je voyais un psychiatre qui faisait des groupes de parole. Enfin, il y a un paradoxe, qui est à la fois du rejet et en même temps une inventivité assez extraordinaire qui fait que peut-être que certaines personnes âgées sont mieux accueillies qu'elles étaient dans les hospices d'autrefois, que je connaissais quand j'étais tout jeune, où il y avait des salles communes avec 40 personnes, avec des handicaps physiques et mentaux ou psychiques mélangés. Hein. Donc il y a un double mouvement. Et je trouve qu'il faut vraiment aussi se dire à quel point, pour l'instant, j'entends personne pratiquement en France dire qu'il faut euthanasier des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Je dis heureusement. Je pense qu'il y a un énorme risque, mais pour l'instant, on dépense un argent, une énergie très importante, et les aidants de proximité se dépensent de manière souvent exagérée, parce qu'au péril de leur santé parfois, mais d'une façon assez extraordinaire. Voilà. Mais nous, on a fait, au moment de la canicule, quand il y a une surmortalité d'à peu près 15 000 personnes, à Vita, on a fait une enquête auprès des personnes âgées. On leur a demandé ce qu'elles préféraient, ce qu'elles aimaient. Et les réponses ont été une visite brève, une carte postale, voir un enfant. Et une grande partie des personnes âgées interviewées ne voyaient jamais d'enfants. Voilà, ça m'a rappelé quand j'étais chez Petit Frères des Pauvres, où j'ai monté un système de rencontre entre enfants de 10 ans et personnes âgées, et de voir combien l'enfant était, pardon l'expression, analgésique pour la personne âgée. Hein, voilà. Ouais. Mais ça peut se faire gratuitement, parce que c'est donnant-donnant, hein, c'est un marché de services gratuits peut-être. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, par rapport au pronostic dont je partage l'hypothèse, en tout cas, je pense à nous de retrouver nos manches et de faire valoir les initiatives multiples qui existent déjà pour justement réhumaniser un peu tout ça et
Et il y en a énormément de personnes qui ont inventé des modes d'action qui répondent aux besoins spécifiques d'une société un peu éclatée, c'est vrai, où on voit plus ses cousins germains ou ses oncles et tantes, même si ce n'est pas toujours le cas. N'étant pas suffisamment historien, je ne peux pas forcément trouver, mais je trouve ça très intéressant en tout cas de creuser ça, hein, de creuser ça. Je pense que d'accord pour dire qu'on a la capacité de résoudre le problème, mais c'est un défi nouveau. Voilà. L'humanité grandit à une puissance considérable qui peut s'exercer contre elle-même plus encore qu'autrefois. Moi, je vois aussi à quel point nous avons surmonté des catastrophes dont certaines, nous sommes heureux de ne pas les avoir vécues. Hein, l'arrivée de la peste qui a pris pratiquement, je crois, 40% de la population européenne de son temps, n'est-ce pas? C'est des guerres épouvantables, des massacres. Enfin, le XXe siècle a quand même été un siècle extrêmement meurtrier, hein, dont on a survécu, nous tous. On est déjà des survivants de pas mal de choses. Donc voilà, c'est bien de connaître les défis, c'est bien de savoir qu'on a les moyens, et d'accord pour dire qu'en fait, il faut regarder dans l'histoire. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait avec la retraite de Valladolid, en tout cas en disant que le regard sur l'homme, la question de ce qu'est un homme, ne date pas d'hier. Seulement maintenant que l'homme a la capacité de se bricoler lui-même, elle devient encore plus prégnante. Donc moi, je pense que ce qui, déjà, j'ai trouvé plus intéressant, c'est que moi, je me suis interrogé, qu'est-ce que je suis un homme, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est pas facile de le dire. Qu'est-ce que c'est que la virilité? J'ai lu un auteur qui disait, un homme, en fait, la virilité, il expliquait, c'est apprendre aux enfants, par exemple, à apprendre aux adolescents à résister à la pornographie. Ça, c'est un homme. Ça, c'est la virilité. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Pour notre société, ça en dit long. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme, être féminine? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que la paternité, la maternité? Voilà. Je lisais un texte du pape François, qui trouvait ça amusant. Il parlait il voyait des personnes. Il faut pas avoir l'air de, comment il disait, de vieilles filles ou de célibataires racornis. Quoi. Il faut qu'on exerce tous. Il parlait de gens qui avaient fait des engagements de vivre sans se marier. Il disait il faut que chacun exerce une paternité, une fécondité, une maternité. Hein. Donc, c'est des questions finalement assez intéressantes. Moi, je me dis, Vita va y travailler cette année plus encore. Qu'est-ce que l'homme, voilà, ou qu'est-ce que l'être humain? Eh ben, nous sommes obligés de répondre aujourd'hui et de rendre compte de notre identité sexuée, par exemple. On est obligé d'en rendre compte. Ça ne suffit pas de dire je suis un homme ou je suis une femme. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, des très très belles questions. Alors, un des critères majeurs, je pense, ça sera la liberté. Dans l'usage de ces magnifiques produits. Et donc, on pourrait dire maintenant, aujourd'hui, on va tous poser nos orthèses, là, toutes nos augmentations. Nos habits, déjà, on sera tous tout nus, nos lunettes, nos sonotones, nos pacemakers, donc 2 ou 3 vont mourir, peut-être parmi nous. On s'aperçoit bien qu'on est fait pour être augmenté. L'homme est fait pour se développer. On est tous, pour la plupart d'entre nous, finalement, quand on voit nos ascendants, sauvés par la médecine. On serait tous pratiquement inexistants du fait que nos mères seraient mortes en couche. Et avant même de nous avoir eus par les enfants d'avant, etc. Nos mères, je parle de nos grands-mères. Autrement dit, la technique en elle-même est magnifique, mais voilà qu'elle est d'une telle puissance qu'il nous faut absolument que notre éthique soit à la hauteur de la technique. Et je pense que c'est le défi d'avenir pour protéger l'homme. Et si on pousse des cris d'alarme, si on fait des scénarios apocalyptiques, c'est justement pour éviter ça. C'est pour être solidaire des plus fragiles, c'est-à-dire de nous-mêmes, les uns des autres, et éviter de laisser la barre aux apprentis sorciers. Voilà, j'en ai profité pour faire une sorte de conclusion, une envolée, telle que ça m'est venu.